Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jimmy Denac, qui Santé. a soutenu il y a quelques mois sa thèse donc au LPG, donc le laboratoire de planétologie et de géosciences, que vous connaissez à Nantes, mais qui a une antenne au Mans, pardon, au Mans. Et donc, dont j'ai fait la connaissance parce que j'étais dans son jury de thèse, et qui va nous parler de comment l'intelligence artificielle peut contribuer à une meilleure connaissance des paysages planétaires et en particulier des dunes. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous et ravi de faire votre connaissance. Merci Vlatmos de m'accueillir pour présenter ici mes travaux de thèse. Donc comme l'a dit Ali, je vais vous présenter aujourd'hui en fait la contribution, comment l'IA peut aider à la cartographie, à l'analyse des dunes, à l'analyse des dunes éoliennes. Alors avec un cas assez terre à terre, puisqu'on va rester pour l'instant un peu sur Terre. Et tout d'abord, je vais présenter, vous expliquer une petite définition. On va ensemble voir ce que c'est qu'une dune pour faire peut-être quelques rappels. Alors les dunes, on appelle ça aussi des bêtes formes. Ce sont des motifs en fait périodiques qui sont organisés dans l'espace et formés par l'écoulement d'un fluide sur un substrat et par différents processus de mobilisation de la matière. Alors dans le cas des dunes éoliennes, celles auxquelles je m'intéresse ici, les baies de forme éolien, ça va être le vent qui va permettre justement de transporter le sable par différents processus comme la suspension dans le cas des particules très fines, la riptation, le roulement et la saltation qui est le processus principal de mobilisation du grain et de construction des dunes de sable. Mais on trouve ces baies de forme, ces motifs périodiques en fait dans d'autres environnements planétaires comme des environnements sous-marins, mais aussi c'est des thématiques de recherche qu'on a dans notre laboratoire au LPG dans des environnements sous-glaciaires, avec des baies de forme sous-glaciaires. Moi, les baies de forme qui m'intéressent, ce sont les baies de forme éoliennes, les dunes éoliennes. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces dunes ici? Ces dunes éoliennes, eh bien, quand on regarde la carte de la répartition spatiale des dunes sur des déserts, alors sur la planète Terre, on peut voir qu'il y a des déserts un peu partout sur notre planète. Et quand on focus, quand on regarde en fait en détail certains de ces déserts, on peut voir différentes formes de dunes qui peuvent être plus ou moins simples, plus ou moins complexes. On va avoir par exemple ici des dunes linéaires très allongées, assez simples à reconnaître. Vous allez avoir aussi des dunes plutôt ponctuelles, en dôme ou en pyramide. Mais vous pouvez également avoir des dunes beaucoup plus complexes, comme ici, des dunes en réseau, donc ou des dunes en étoile, ou des dunes pyramidales également, dans certaines parties, par exemple, du Sahara. Mais ces dunes, elles sont également présentes dans d'autres planètes du système solaire, comme sur Titan ou bien Pluton, avec des supposées dunes, et également, par exemple, sur Mars, avec les images iRISE qui nous renseignent très bien de la présence de dunes sur cette planète. Et donc, les dunes, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, alors, ça bug un tout petit peu, voilà. Comme on l'a vu tout à l'heure, les dunes, elles se construisent par l'interaction entre le sable et le vent. Et pourquoi c'est intéressant de cartographier les dunes? Parce que bien, leur géométrie nous permettrait de nous renseigner sur le vent qui construit ces morphologies. Donc, des dunes vont être un proxy aussi à la dynamique atmosphérique d'une planète. Elles ont différentes formes, différentes tailles, différents espacements. On peut se poser également la question de est-ce qu'il existe un continuum morphologique entre ces différentes dunes? Et bien sûr, la cartographie de ces dunes pourrait également nous permettre d'avoir un suivi dynamique de ces dunes, ce qui est intéressant dans ces contextes actuels de changements globaux qui nous permettraient justement de surveiller les phénomènes de désertification, mais également, et ce qui vous intéresse ici, je pense, c'est l'exploration spatiale, que nous regarderons tout à l'heure. Alors, quelles sont les techniques traditionnelles en fait de cartographie de ces dunes? À l'heure actuelle, en fait, ce qui se fait, alors ce qui marche très très bien, il y a aucun jugement là-dessus, je l'ai également fait, ce sont les cartographies manuelles. Ce sont les cartographies manuelles qui sont très chronophages et qui sont sujettes bien sûr à certaines incertitudes, à des biais qui sont principalement liés à la résolution de la donnée, mais également à l'expérience du cartographe. Et donc, pour combler ces biais, pour lever ces biais, eh bien, une des solutions serait d'utiliser l'intelligence artificielle, que je vous présenterai juste après. Donc, dans ma thèse, pour répondre à la problématique de comment est-ce que les dunes changent-elles de forme et comment est-ce qu'elles s'organisent spatialement par rapport au processus génétique, donc par rapport au vent,
Durant ma thèse, j'ai découpé ma thèse pardon, en deux phases. Une phase de développement d'un protocole numérique basé sur l'IA et une phase ensuite d'analyse quantitative et statistique de la morphométrie des dunes en lien avec les processus éoliens et principalement en comparant ces morphométries, les différentes morphologies avec des modèles de vent actuels. Donc avec l'IA aujourd'hui, on est en fait mieux équipé pour aborder ces questions qui sont aujourd'hui encore non résolues et pour pouvoir explorer de nouvelles hypothèses sur la dynamique des dunes et leurs réponses aux variations environnementales. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le développement, le protocole développé durant la thèse, donc qui est un algorithme de cartographie automatisée des caractéristiques des dunes, qui sont les contours, les crêtes et ce qu'on appelle les défauts. J'y reviendrai après. Et dans un second temps, donc ça va être la phase 2, ça va être l'analyse quantitative et statistique des dunes identifiées par notre algorithme. Donc la phase 1 consiste à identifier, cartographier les caractéristiques des dunes, qui sont le contour des dunes, les crêtes des dunes et les défauts des dunes. Ce qu'on appelle les défauts des dunes, en fait, ça va être le type de connectivité de crêtes des dunes par rapport aux autres. C'est-à-dire que pour certaines dunes, vous allez le voir, certaines d'entre elles vont avoir des crêtes très ramifiées et le type de connexion qu'on va avoir entre les crêtes, c'est ce qu'on appelle des défauts. Et ça, ce sont étudiés en géomorphologie. Alors, pour cette phase-là de développement du protocole, la source de données que j'ai utilisée en entrée et qui m'a été utile tout du long en fait de mon protocole, ça va être un MNT, un modèle numérique de terrain euh, qui est gratuit, qui est accessible en ligne, qui est de la donnée Copernicus avec une résolution spatiale de 30 mètres. Et sur cette donnée, Copernicus 30 mètres, eh bien, j'ai réalisé tout un tas de traitements et de dérivés de MNT pour aboutir à une cartographie automatisée. La première phase de traitement que j'ai réalisée pour pouvoir optimiser la cartographie du contour des dunes, je vais commencer par les contours, ça va être de réaliser à partir de ce MNT un relief résiduel. Le relief résiduel, c'est une méthode qui permet auquel on va soustraire au relief présent sur le MNT un relief médian voisin dans une zone de taille choisie. C'est-à-dire qu'on va être capable en fait de séparer sur un MNT les différentes longueurs d'onde qui correspondent en fait à différents signaux de la topographie. Donc en fonction de la taille du rayon, du rayon choisi pour calculer ce relief résiduel, eh bien, on peut être capable de séparer par exemple les longueurs d'onde, la longueur d'onde associée à de la topographie régionale et de conserver essentiellement la longueur d'onde correspondante à celle des dunes. Ce qui nous permet, nous, justement, déjà d'extraire cette topographie régionale et de travailler que sur le signal des dunes. Et on peut également faire, alors, je vous le présente ici, mais je l'ai pas, je vais pas vous le présenter dans les prochaines slides. On est également capable aussi de séparer d'autres signaux qui sont présents sur les dunes, car certaines dunes présentent des dunes superposées. Et le relief résiduel nous permet aussi, avec un petit rayon de relief résiduel, de séparer ces signaux de plus petites dunes qui sont superposées aux plus grandes, pour pouvoir traiter aussi ces dunes superposées individuellement. Donc, avec cet outil, on peut en fait désempiler les signaux topographiques et les traiter de manière individuelle. Donc, quoi faire de ce relief résiduel? Donc, une fois qu'on a calculé en fait le relief résiduel pour une longueur d'onde donnée de dune, eh bien, je me suis servi de ce relief résiduel comme base pour identifier le contour des dunes. Maintenant que ma topographie en fait elle est à plat, eh bien, j'ai moi-même réalisé des échantillons d'apprentissage pour l'IA développée. Donc, ces échantillons d'apprentissage, ce sont des reliefs résiduels, des échantillons de relief résiduels, comme ce qui est représenté ici. J'en ai fait à peu près une centaine à travers différents déserts dans le monde, et chaque échantillon fait à peu près 6 par 6 km. Et sur ces échantillons d'apprentissage, eh bien, j'ai moi-même délimité manuellement ce qui est contour de dune ici, par exemple, représenté dans le masque vert. Et pareil, alors ça, je l'ai fait, pardon, sur différentes morphologies. L'idée pour l'IA, c'est d'avoir suffisamment de diversité morphologique pour qu'elle puisse être capable, en fait, de reconnaître tout type de dune et pas se contenter de traiter qu'une seule morphologie. Donc, une fois ces échantillons réalisés par mes soins, donc on pourra bien sûr discuter du biais qu'il y a dans les échantillons que j'ai réalisés, eh bien, ces échantillons sont transmis à un réseau de neurones que nous avons codé. Alors, le réseau de neurones, ici, on a utilisé un réseau de neurones CNN, donc un réseau de neurones convolutionnel d'architecture UNate,
parce que le réseau de neurones a une forme de U, et l'IA va s'entraîner sur une partie en fait de ces données. Donc sur mes 100 données, sur mes 100 échantillons, pardon, je vais réserver 80%, donc 80 échantillons qui vont être utilisés pour l'entraînement de l'IA, et 20% restants ne vont pas être vus par notre intelligence artificielle, par l'IA, et vont être ensuite utilisés pour tester la fiabilité de la prédiction du modèle. Donc, dans ce type de réseau de neurones, on va avoir les échantillons qui vont en entrée ici passer par ce qu'on appelle un encodeur. Donc, on va avoir un traitement du signal aussi bien sur le MNT par rapport en fait au masque dans cette partie encodeur, c'est-à-dire qu'à partir de toute une série de convolutions et de regroupements de l'information qu'on appelle pooling, eh bien l'IA en fait va résumer les informations euh, qu'il apprend en données beaucoup plus condensées qui contient en fait les informations clés correspondantes aux dunes. Donc, il va simplement résumer en fait, par exemple, les valeurs numériques associées aux dunes. Et imaginons si les dunes sont présentes dans le masque ici et ont une valeur de pixels de 3, eh bien, il va comprendre en résumé, faut imaginer le résumé comme ça, que les dunes vont être associées à une valeur de pixels de 3. Et dans cette partie décodeur, de manière simultanée, eh bien, l'IA, par une série de convolutions transposées, va apprendre à restituer et localiser en fait spatialement les informations clés dans l'espace par rapport aux pixels voisins. Donc, si l'IA a appris que une dune a une valeur de pixels de 3, eh bien, il va regarder l'agencement en fait des pixels les uns par rapport aux autres, par rapport aux pixels voisins. Et s'il voit que, par exemple, plusieurs pixels qui ont une valeur de 3 et qui forment un croissant, c'est une dune, pour les Barkhane par exemple, eh bien, il comprendra que les pixels qui ont une valeur de 3 en forme de croissant seront des dunes. Donc l'IA va apprendre à résumer l'information et aussi à la localiser spatialement dans l'espace par rapport aux pixels voisins. Et à la fin de l'entraînement, eh bien, l'IA va générer une prédiction binaire des contours de dunes. Et ici, nous avons ensuite testé les performances des prédictions de l'IA sur les 20% les 20% restants de notre dataset de base, et on a obtenu plus de 91% de précision et plus de 70% de qualité et 87% de rappel. C'est-à-dire rappel, ce qui est plutôt bien superposé par rapport à ma cartographie manuelle. Alors bien sûr, là, je vous présente un exemple aussi de biais, de limite de cette approche-là. On pourra en rediscuter durant la partie questions si vous le souhaitez. Mais notre IA présente bien sûr, du moins les prédictions présentaient certains biais qui sont principalement liés à la résolution de la donnée et à de la taille des objets qu'on souhaitait cartographier. Par exemple, ici, alors globalement sur cet échantillon, l'IA a très bien carté toutes les dunes, mais ici vous avez par exemple des prédictions qui sont plutôt associées à du bedrock, mais qui peuvent être bien sûr traitées en post-production. Alors, donc voici ici un exemple de sortie en fait visuelle une fois le traitement post-production réalisé. Donc, on a obtenu le contour des dunes, la cartographie des crêtes et des défauts des dunes. Alors, sur cette même donnée, en entrée, le MNT Copernicus 30 mètres, on a calculé un autre dérivé de MNT qui est le volumétrique obscurance. Le volumétrique obscurance consiste à calculer un rapport volumétrique sur un pixel donné entre le volume au-dessus de la topographie et ce qui est contenu en dessous de cette topographie par rapport à une sphère donnée. Alors, ça paraît un peu complexe comme ici, par rapport à ce que je vous dis là. On pourra en discuter aussi si vous voulez durant la phase question. En fait, ce dérivé de MNT permet d'amplifier les points d'inflexion haut d'une topographie, et ces points d'inflexion haut ont été identifiés dans notre approche comme étant en fait les crêtes des dunes, ce qui permet en fait de facilement de déterminer, de squelettiser et de visualiser les crêtes des dunes, surtout quand on a des petites dunes et dont le signal topographique est plutôt faible. Donc, une fois qu'on a calculé ce volumétrique obscurance, eh bien, on a réalisé aussi un algorithme de squelettisation et de production des crêtes et des défauts de dunes à partir de plein d'outils disponibles sur QGIS, par exemple, donc sur différents SIG. Donc, ici, vous avez le volumétrique obscurance. Dans un premier temps, on a justement à partir d'étapes de simplification de la topographie, on a squelettisé les crêtes des dunes. Donc, la squelettisation s'est réalisée à partir d'un algorithme d'amincissement de la topographie, c'est-à-dire qu'on va prendre la topographie et on va tout simplement en fait réduire la topographie à l'état d'une ligne.
et cette ligne va traduire le squelette des dunes, donc les crêtes des dunes. Une fois qu'on a squelettisé les crêtes des dunes, eh bien, alors ça, c'est un outil qui est présent sur QGIS, c'est ce qu'on appelle Network GT, qui de base est utilisé pour déterminer la nomenclature des réservoirs fracturés. On a identifié les défauts des dunes, donc c'est-à-dire le type de connexion, la connectivité qu'on va avoir au sein d'une dune, donc au sein des crêtes des dunes. C'est-à-dire que si on a une connexion en I, ben, les connexions en I correspondent tout simplement à un segment de crête avec une seule terminaison. Quand on va avoir un défaut en Y, c'est qu'on va avoir 3 crêtes qui vont être connectées. Et si on a des défauts en X, c'est qu'on a 4 crêtes qui sont connectées, donc 4 segments de crêtes qui font la connexion. Et cette information est très importante car justement les défauts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un paramètre clé qui est étudié en géomorphologie, alors principalement en géomorphologie éolienne, et qui nous renvoie à différents types de dynamique éolienne, qu'on verra tout à l'heure. Donc, juste déjà sur ces 2 étapes, on a toutes nos informations, c'est-à-dire qu'on a le contour, on a les crêtes, mais aussi on a les défauts des dunes. Sauf que dans ma réflexion, je ne souhaitais pas m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que ben, la nature est tellement bien faite qu'on rencontre souvent des morphologies très complexes, et parmi ces morphologies très complexes, on va avoir par exemple des dunes qui sont coalescentes, c'est-à-dire qui sont collées les unes par rapport aux autres. Par exemple, ici, vous allez avoir des rides barcanoïdes. Et ces rides barcanoïdes, quand on regarde en détail, on va identifier au sein d'une grande ride, en fait, différentes petites barcanes. Et donc, moi, je voulais séparer, en fait, individuellement chacune de ces barcanes au sein chacune de ces barcanes, pardon, chacune des dunes, en fait, qui pouvaient composer des morphologies beaucoup plus complexes. Donc, ici, l'idée, c'était, le postulat de départ, c'est d'associer chaque crête qui a été squelettisée à une seule et unique dune. Et une fois qu'on a identifié chaque crête et qu'on a associé une crête à une seule dune, eh bien, on va individualiser les dunes à partir justement d'un algorithme de seed region growing, c'est-à-dire qu'on va en fait prendre les crêtes, les faire grossir au fur et à mesure les unes par rapport aux autres, et en grossissant les crêtes, tant qu'elles sont contenues bien sûr dans la topographie, dans le contour des dunes qu'on a identifié tout à l'heure avec l'IA, eh bien, à un moment donné, on va générer une frontière d'individualisation pour séparer, individualiser différentes entités au sein d'une morphologie beaucoup plus complexe. Ce qui nous permet à la fin d'avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est le final de l'algorithme. C'est-à-dire qu'au sein de morphologie complexe, on va avoir le contour, on va avoir les crêtes des dunes et aussi les défauts des crêtes. Donc on a toutes nos informations qui sont représentées ici à travers cet algorithme. Alors maintenant, maintenant que je vous ai présenté un peu les grandes étapes de l'algorithme avec des exemples de sorties numériques, je vais vous montrer une application. Alors, l'application que j'ai réalisée durant ma thèse. Donc, j'ai appliqué tout cet algorithme sur le désert de sable du Rub al-Khali, qui est le plus grand désert de sable terrestre actif et continu, localisé en Arabie Saoudite, du moins sur la péninsule arabique. Donc ici, en seulement 25 heures de traitement et peut-être une vingtaine de cafés, eh bien, l'IA était capable de cartographier plus de 122 000 dunes et crêtes et plus de 500 000 défauts, ce qui aurait été, à cette échelle-là, à l'échelle d'un désert, probablement difficile, je ne vais pas dire impossible, mais très difficile pour un être humain. Donc, dans cette base de données que vous avez ici, donc à l'échelle en fait d'un bassin sédimentaire tout entier, eh bien, on a les contours des dunes. Alors ici, je vous ai fait un focus. On a les contours des dunes qui sont produites par l'IA, les crêtes squelettisées et bien sûr les défauts avec la terminologie, les différentes terminologies des défauts. Donc ici, on a réalisé 122 000 dunes et ça représente une des premières grosses bases de données de dunes à l'échelle terrestre. Donc voilà, donc là, je vous ai présenté le protocole avec le résultat, entre guillemets, phare de ma thèse, qui est cette première cartographie, en fait, à l'échelle d'un désert entier, et très, très grand, bien sûr. Le désert de base fait à peu près 660 000 km² dans la péninsule arabique ici. Et quoi faire de cette base de données? Donc, ça va être la phase 2. Donc, la phase 2 correspond à l'analyse statistique et spatiale de la morphologie des dunes du Rub al-Khali et de comparer ces morphologies et ces statistiques qu'on a réalisées avec des modèles de vent actuels en utilisant des données de vent, des modèles de vent ERA-Syncland. Alors,
je vous ai juste présenté le Roubalcali sans vous dire pourquoi je me suis intéressé à ce désert. C'est pas bien, Jimmy. Alors, pourquoi ce désert? Pourquoi avoir choisi ce désert? C'est donc en plus d'être le plus grand désert terrestre actif, donc ça représentait déjà un premier enjeu, un premier défi pour moi. J'aime bien les défis. Et bien, dans ce désert, on va avoir différentes morphologies. Par exemple, ici, je vous ai listé plein de noms qui sont donnés dans la littérature et qui représentent parfois même une seule et même morphologie de dune. Et donc, on va avoir différentes morphologies qui sont plus ou moins collées les unes par rapport aux autres. Et quand on regarde un peu les classifications des auteurs qui ont étudié ce désert, par exemple, ici on a Brie d'Étal en 79, ils ont subdivisé le désert en différentes catégories de dunes. Ici, vous allez avoir globalement en couleur jaune les dunes linéaires, un peu bleutées les dunes barcanes, et en rouge et d'autres couleurs, des dunes en fait étoiles ou ponctuelles. Ici, vous avez Edgell en 2006 et là, Al-Mutlaq et Mulligan en 2023. Et quand on regarde au fur et à mesure, pourtant c'est le même désert, hein, et au fur et à mesure des années et des auteurs, eh bien, on va avoir les classifications qui vont changer, les noms qui vont changer, on va avoir de moins en moins de classes et aussi on va délimiter chacune des classes. Dans un désert où pourtant on voit visuellement que les dunes sont continues les unes par rapport aux autres, donc il existe un continuum. Il peut exister un continuum morphologique dans ce désert. Donc, je me suis intéressé en fait à ces classifications et voir comment nos outils et nos méthodes, aussi bien d'IA et statistiques, permettraient potentiellement de s'abstraire de ces classifications, de ces classes bien définies, et ne pas rentrer aussi dans des terminologies beaucoup plus complexes, comme ce qui est présenté en fait juste ici. Donc pour cela, j'ai calculé sur mes 122 000 dunes et crêtes et 500 000 défauts différents paramètres morphométriques. La largeur, la longueur, l'indice de circularité, l'élongation des dunes, la longueur des crêtes, la hauteur des dunes, l'aire des dunes et la densité de défauts au sein d'une dune. Et ces paramètres morphométriques, ces 8 paramètres, je les même base de données et on a réalisé différents tests statistiques dessus. Dans un premier temps, on a fait des tests de p-value pour pouvoir tester l'hypothèse si la configuration spatiale de chacune de ces morphologies est aléatoire. Et aussi, on a réalisé une analyse en composante principale, une ACP, pour tester les corrélations statistiques entre les différents paramètres morphologiques et voir aussi quelle était la source principale de variance morphologique au sein des dunes avec l'ACP en fonction de ces différents paramètres. Donc, globalement, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais ce que nous montrent en fait les résultats statistiques, c'est que déjà, à travers sur ces 122 000 dunes, crêtes et défauts de dunes, eh bien, l'organisation spatiale des dunes n'a pas une configuration aléatoire. Donc, les dunes présentes dans ce désert, ce que montrent nos statistiques ici, c'est que les dunes sont spatialement organisées, il y a quelque chose qui le contrôle. Donc, bien sûr, on sait que le vent forme les dunes, mais on va essayer de pousser cette réflexion avec les paramètres morphométriques. Il y a en fait des paramètres morphométriques qui vont aussi montrer et contrôler spatialement les différentes morphologies des dunes. Et pour savoir quelle est la source de variance principale morphologique de ces dunes, eh bien, on a fait l'ACP qui nous révèle trois paramètres clés qui vont influencer et qui vont décrire les caractéristiques morphologiques de ces dunes. Sur la composante principale 1, où on va avoir plus de 53% de la variance qui va être expliquée, c'est-à-dire 53% de variance morphologique va être expliquée principalement par ce que je vais appeler un paramètre dominant, qui est la longueur des dunes. L'ACP, il faut par contre avoir en tête que c'est une combinaison linéaire de tous les paramètres que je vous ai présentés ici. Mais parmi cette combinaison linéaire, on va avoir une source de variance morphologique qui va être principalement exprimée par un seul paramètre, qui, ici, dans le cas de la PC1, est la longueur des dunes. Dans la PC2, on va avoir le paramètre qui va aussi beaucoup contribuer, ça va être le paramètre hauteur de dune. Et la PC3, on va avoir le paramètre densité de défaut. Donc ces trois paramètres, longueur, hauteur et densité de défaut, sont les paramètres qui vont traduire toute la variabilité, toute la diversité morphologique des dunes dans ce désert. Maintenant, on peut se poser quelle est l'expression spatiale de ces trois paramètres de nos statistiques ici identifiés par ces analyses. Eh bien, l'ACP a permis de dégager trois zones de signature statistique morphologique différentes qui correspondent en fait à trois populations de dunes, chacune prédominante dans trois régions différentes du désert. Au sud-ouest, ici, on va avoir, alors ce que disent les paramètres, donc PC1, ça voudrait dire que si c'est principalement exprimé par le paramètre longueur de dune. Donc ici, ce que ça montre sur la carte, c'est que
quand on a la couleur ici un peu verte, c'est qu'on va avoir une dominance du paramètre, enfin des paramètres morphométriques sur la PC1 et donc principalement par la longueur des dunes. Donc on s'attend en fait ici à avoir des dunes très très allongées. Pareil ici. Ce que ça nous montre ici sur la partie est du désert, c'est qu'on s'attend plutôt à avoir des dunes très très hautes, qui sont principalement exprimées sur la PC2. Et en jaune ou orange, on s'attend à avoir en fait des dunes à forte densité de défaut. Donc, on a une densité de défaut en fait quand les dunes vont avoir beaucoup de ramifications. Donc, potentiellement, d'après la littérature, des dunes plutôt étoilées, des dunes aussi en pyramide, par exemple. Et c'est intéressant de noter que par rapport aux auteurs que j'ai présentés tout à l'heure, ici, en fait, on n'identifie pas des classes bien distinctes. On va avoir en fait un continuum morphologique entre ces différentes composantes principales, qui sont traduites ici par une continuité en fait statistique et spatiale dans notre désert. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai mis un code couleur du passage du magenta vers le jaune, c'est-à-dire qu'on va avoir un passage, un continuum progressif ici entre les dunes exprimées par la PC2, donc qui sont très très hautes, à tout d'un coup des dunes qui vont être beaucoup plus ponctuelles et qui vont avoir une densité de défaut plus importante. Donc ici, c'est l'image satellite que je vous ai mis en bas qui montre justement ce passage de dunes très très hautes. Alors les dunes très très hautes ici, dans cette zone-là, ce sont des dunes Barkhane qui font à peu près 200 mètres de haut, qui passent progressivement à des objets beaucoup plus ponctuels et donc avec beaucoup de crêtes ramifiées. On va avoir également un passage entre les dunes en Barkhane ici vers des dunes très linéaires, donc des dunes très hautes qui progressivement vont devenir en fait de plus en plus longues. Et enfin, deux cas de passage entre des dunes ici linéaires à des dunes plutôt ponctuelles. Ça va dépendre de la quantité de sable qu'on va avoir, de la disponibilité en sable, en sédiment qu'on va avoir dans notre désert. Quand la disponibilité est suffisamment faible, on va avoir les dunes linéaires en fait des dunes beaucoup plus ponctuelles et de plus en plus petites, bien sûr, de plus en plus ramifiées, car le jaune ici montre en fait une dominance de la PC3, de la densité de défaut. Et quand on va avoir beaucoup de sable, quand on va avoir en fait une disponibilité en sable beaucoup plus importante, ben, les dunes ponctuelles en fait vont venir se superposer à des dunes beaucoup plus grandes qui sont les dunes linéaires, jusqu'à même fusionner entre elles et se confondre avec ces dunes-là. Donc ici, on a montré toute une continuité morphologique et statistique au final de ces dunes à partir de la base de données qu'on a générée avec l'IA en 25 heures. Alors vous allez dire, t'as fait quoi pendant les trois années de ta thèse du coup? Eh bien, j'ai fait d'autres choses. Euh, alors ensuite, on a voulu tester, alors c'est les dernières étapes. On a voulu tester justement l'équilibre des formes de dunes avec des modèles de vent actuels qui sont des modèles de vent RA50 qui sont que j'ai téléchargés entre 2006 et 2016 avec un pas de temps de 5 heures. Pourquoi cette plage-là? Juste, je me suis pris 10 ans en fait avant les missions Copernicus qui, je crois, ont débuté en 2017. Et sur ces modèles de vent, j'ai calculé ensuite différents paramètres et différentes propriétés de transport du sable et de vent qui sont les flux de sable, bien sûr, qui sont calculés qui sont représentés par le RDP, qui est la résultante en fait des flux de sable, donc la norme des vecteurs des flux moyennés dans le temps. Et j'ai également représenté le RDP sur DP, qui était un ratio qui va traduire en fait les régimes de vent, avec le DP qui est la moyenne temporelle de la norme des vecteurs de flux. Et donc en fait, ce que ça montre ici globalement, c'est que la configuration la configuration de notre désert, mais aussi de nos dunes, eh bien, elle est fortement influencée par les régimes de vent et le transport du sable, où on va avoir en fait le Rouba-Alcali tout entier ici, qui sert de puits de sédimentation. On va avoir les vents qui vont transporter du sable, qui vont arriver alors par deux types de vents. On va avoir le chamal qui va arriver du nord et le Carif qui est un vent saisonnier de mousson qui va arriver par le sud et qui vont venir s'engouffrer ici et transporter le sable et le déposer en fait dans la partie est ici. Donc c'est parfait, moi ça m'a rassuré parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le vent il arrive de chaque côté et qui transporte du sable et qui stocke tout dans la partie est, on s'attend à avoir, et c'est ce que montre en fait le flux de sable ici, le flux de sable diminue, voire s'annule en fait dans cette partie-là. Donc en fait on va juste stocker et stacker comme ça le sable et on va construire des dunes très très hautes. Et ça tombe bien, c'est ce que nous ont montré nos statistiques tout à l'heure. Et on a également testé et on a identifié deux modes de croissance des dunes, chacune liée à des pôles morphologiques spécifiques qui ont été identifiés par les statistiques. On a calculé justement alors un ratio sigma f sur sigma i, c'est-à-dire un taux de croissance en élongation par rapport à un taux de croissance en instabilité, c'est-à-dire
comment la dune va croître en hauteur. Et ce que montrent ici, en fait, les résultats, c'est qu'on va avoir deux modes de croissance au sein de notre désert. Mode de croissance en instabilité, c'est-à-dire, là aussi ça m'a rassuré, nos dunes vont croître en hauteur, et nos dunes étoiles pareil. Et ce que nous montre aussi la partie ouest de notre désert ici, c'est qu'on va avoir une partie ouest qui va être principalement dominée par un mode d'élongation, par un mode de croissance, pardon, en élongation. Ça tombe bien, c'est là où nos statistiques ont identifié des dunes fortement allongées, très très linéaires. Et donc, dans cette partie-là, on va avoir les dunes, alors dans la partie ouest, les dunes qui vont être alignées par rapport au flux de sable résultant, alors que ici, dans la partie est, ce que montrent les résultats, c'est qu'on va avoir plutôt les dunes qui vont être transverses par rapport au flux de sable sédimentaire, et ce qui va permettre d'optimiser leur croissance en hauteur. Donc voilà. Donc globalement, ce sont mes résultats de thèse. Voici la recherche, c'était ma recherche de thèse. Donc, on a identifié, enfin, on a construit une énorme base de données des dunes. On a fait des stats dessus pour identifier les différentes catégories morphologiques sans entrer dans des terminologies très complexes, en utilisant justement des approches statistiques au final qui sont assez simples. Et on a comparé justement ces morphologies avec des modèles de vin actuels. Je ne vais pas vous faire une conclusion pour récapituler chaque slide que je vous ai montré précédent. Je vais plutôt terminer en fait par des perspectives sur l'IA, aussi bien sur les dunes et l'IA en géosciences de manière générale. Alors, voilà comment je vois les choses en termes de perspective. Moi et ainsi qu'un collègue à moi, enfin moi et mon collègue, on est plusieurs en fait au sein du laboratoire du LPG à utiliser cet outil que j'ai développé durant ma thèse pour pouvoir commencer à générer et à créer une base de données des dunes avec toutes leurs caractéristiques à l'échelle de la planète Terre, ainsi que pour pouvoir calculer toute leur morphométrie et de coupler aussi coupler en fait ces dunes et ces différents déserts avec les données de vent que je vous ai présentées tout à l'heure. L'idée serait de créer des cartes d'identité de dunes déjà terrestres et de pourquoi pas se servir justement de ces cartes d'identité de dunes pour pouvoir interpréter pourquoi pas des morphologies euh, extraterrestres et sur d'autres planètes du système solaire. Et justement, ça serait l'idée, c'est utiliser la cartographie des dunes et de leur morphométrie pour pouvoir remonter à la dynamique atmosphérique d'une planète par rapport à ce que je vous ai présenté ici. Par exemple, pourquoi pas sur Mars ou bien sur Titan, ici, où on a identifié des dunes linéaires qui ont été comparées dans la littérature, justement, par exemple, ici, avec le désert du sable du Roubalcali. Donc, par, euh, par processus, phénomène d'inversion, justement, utiliser la morphologie des dunes pour pouvoir remonter et caractériser la dynamique atmosphérique du fil, surtout là où on peut avoir parfois un manque de certaines données en termes de modélisation atmosphérique ou de mesures directes. Et en termes de cartographie des dunes, alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas montré durant ma thèse. J'ai encadré un stagiaire qui est Louis Boulet, qui aujourd'hui est en master à Caen et qui a réalisé son stage sur la cartographie des dunes Tars dans le cratère de G0 sur Mars pour pouvoir essayer de remonter aussi une dynamique de vent dans ce cratère. Alors globalement, les résultats montent. Alors c'était des résultats et des entraînements préliminaires. On a entraîné ça un peu à la va comme je te pousse avec vraiment 30 voire 40 données d'entraînement, ce qui est très très insuffisant, mais ça donnait déjà des résultats très rigolos et très très intéressants en termes de cartographie dans ce désert. Et au-delà de l'exploration spatiale, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est utiliser l'IA pour les géosciences, mais pourquoi pas aussi pour l'exploration de la ressource naturelle. Donc ici, par exemple, avec des collègues de Bordeaux, on a utilisé l'IA pour cartographier des réservoirs fracturés. Et pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, envisager d'utiliser ces réservoirs pour le stockage de CO2. Et dernièrement, alors on a soumis un papier à Nature, on attend de voir, mais on a un autre papier dessus qui vient d'être accepté sur la détection automatisée des zones d'émanation d'hydrogène dans différents bassins sédimentaires à partir de l'algorithme que je vous ai présenté juste ici. Donc on pourrait en fait, alors je suis peut-être assez utopiste, ou alors je lis trop Isaac Asimov, mais on pourrait, ça tend vers une nouvelle ère où on pourrait utiliser l'IA justement pour déverrouiller en fait certains problèmes qu'on a à l'heure actuelle
Et, euh, et voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. Vous avez des questions aussi, en ligne aussi, hein. Oui. Au début, tu présentes à la fin de l'entraînement avec ton test, il y a trois critères particuliers, qualité, etc. Je veux savoir comment tu les as établis et voilà, sur quelle base. Alors, le choix de ces critères-là, Bah, dans un c'est-à-dire premier temps. qu'est-ce que pour toi, ça correspond à quoi? Alors, le rappel, oui. Alors, en fait, ça va. Les trois ont été calculés par rapport à la prédiction et par rapport à ma référence manuelle. C'est-à-dire que l'IA va nous sortir une prédiction. Et en fait, là-dessus, on va superposer la prédiction à ce que j'ai fait manuellement. Et on va, avec une série de calculs que je ne vous ai pas présenté ici, on va calculer le rappel qui va correspondre plutôt, est-ce que mon objet correspond plutôt bien en fait à ma cartographie manuelle? Est-ce que ma prédiction correspond plutôt bien à ma cartographie manuelle? Ben, la précision, ça va être justement, entre guillemets, le pourcentage de recouvrement aussi par rapport à ce que j'ai fait et pareil avec la qualité. Et alors, sur quels critères j'ai choisi? Eh ben, alors, ces paramètres-là pour établir, pour calculer en fait ces performances et remonter à la qualité de mon modèle. C'est basé principalement sur des critères assez random. C'est ce qui est couramment utilisé dans la littérature. J'aurais pu très bien aussi utiliser l'IOU. L'IOU qui est aussi couramment utilisé. Mais le choix de ces critères s'est fait de manière un peu arbitraire et aléatoire. IOU, Intersection of Union. Pareil, c'est un critère qui permet de voir le pourcentage, entre guillemets, de superposition, enfin de superposition de correspondance entre ce qui a été détecté et ma cartographie manuelle. Oui, c'est trois critères qui sont couramment utilisés. Pour ces critères, Ouais, enfin, tu vois, du coup, les erreurs, est-ce qu'elles sont plutôt dues qui a été mal détectée ou cartographiée, ou au contraire, comme dans le cas-là, alors, cartographie qui apparaît une boule, il y en a pas. en fait, ces critères, je vous avoue, j'ai toujours un peu de mal avec ces critères. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre. La prédiction est intéressante, mais ça va dépendre de ce qu'a fait le cartographe avant. Alors, Ouais. et là, c'est là la limite, et je tenais à vous le montrer, c'est là la limite, en fait, de notre méthode. Dans, dans cet algorithme, dans ce que je vous ai présenté, en fait, pour le contour des dunes, on a identifié trois limites principales qui vont être, ben, l'IA a justement parfois n'a pas détecté en fait n'a pas détecté de dunes, tout simplement. Alors, parce que la résolution de la donnée fait que on a utilisé une résolution de un DEM Copernicus 30 mètres. Donc les plus petites dunes que l'on peut voir sur le MNT sera à peu près de 600 mètres de long et de large. Ça va dépendre du choix du rayon de relief résiduel que je vous ai présenté tout à l'heure. À l'heure actuelle aussi, il n'y a pas de méthode ni de manuel pour et dire comment est-ce qu'on pourrait identifier la bonne longueur d'onde dans un signal topographique. Alors, on pourrait utiliser des données de traitement du signal, comme décomposer en fait un signal topographique avec des transformés de Fourier ou autre, par exemple. Mais pareil, le choix du rayon de relief résiduel va jouer un impact dessus et a été bien sûr établi de manière aussi arbitraire. Et il y a des zones qui vont être sous-estimées. Il y a des contours qui vont être sous-estimés, des contours aussi qui vont être surestimés. Et ces contours sous-estimés et surestimés, bien, ça va être les deux. Alors, vont être liés bien sûr, à la résolution donnée, de la donnée, mais à la cartographie que j'ai réalisée moi au départ. Parce que l'IA, c'est un étudiant, t'es méchant, hein. Il va apprendre ce que moi je lui donne à manger. Donc, si je lui apprends des trucs plutôt fins, des contours plutôt fins, il va nous ressortir des contours plutôt fins. Comme si je lui apprends des contours épais, il va nous sortir des contours épais. Mais à l'inverse, de cette même manière, si je lui apprends des contours qui sont faux ou des objets qui ne sont pas des dunes, il reconnaîtra justement ces objets qui ne seront pas des dunes. Donc, il y a aussi un vrai biais, une limite qui est identifiée par la cartographie de l'opérateur. Et pour pallier ce problème, justement, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas de réaliser cette cartographie, ces échantillons d'apprentissage avec plusieurs opérateurs experts. Sauf que, alors ça peut être intéressant, parce que du coup, on pourrait avoir aussi, bien sûr, différentes visions de ce qu'est une dune.
Et justement, avoir différentes visions, ce n'est pas forcément aussi super optimal pour l'entraînement de l'intelligence artificielle parce que ça pourrait faire naître aussi des sources d'incertitude, des interprétations en fait différentes et non uniformes des contours des dunes. Est-ce que c'est pas ça la nature même de l'identification? C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas d'opérateur expert pour pas que tu aies la vie, tu as contre lui l'ambiguïté des experts. Exactement. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je ne le vois pas comme étant un défaut. Je le vois comme étant quelque chose d'intéressant, surtout pour avoir eu de longues discussions avec des dunistes de ce que c'est et de ce qui n'est pas une dune. Et ça permet justement de faire un point, de refaire un point sur ces définitions-là et de trouver en fait des critères morphologiques ou dynamiques qui permettraient de caractériser une dune et qui pourraient ensuite servir à l'entraînement. Parce que là, je vous ai montré un entraînement qui est basé vraiment sur des critères morphologiques, mais ça pourrait être tout aussi bien être utilisé avec, par exemple, les modèles de vent que j'ai tout à l'heure. Si on lui dit, pour telle valeur, par exemple, de sigma F sur sigma Is, on a telle catégorie de dunes, on pourrait tout aussi bien faire des entraînements comme ça et travailler plutôt sur un aspect dynamique. Oui. Donc, par rapport au vent, est-ce que tu as essayé de regarder les corrélations avec les orientations de vue? Je ne crois pas que l'orientation soit dans tes paramètres. Alors, j'ai volontairement en fait écarté l'orientation des paramètres parce que souvent en fait ce qui est globalement regardé dans les papiers, c'est dans un premier temps quand on regarde justement les modèles et qu'on s'amuse avec les modèles de vent pour voir les différentes morphologies. Le premier critère qui va ressortir par rapport au modèle de vent, ça va être l'orientation des dunes. Est-ce que l'orientation va être parallèle des dunes va être parallèle au flux de sable ou est-ce qu'elle va être transverse? Justement pour pouvoir quantifier ensuite les différents modes de croissance. Donc là, je l'ai écarté parce que je voulais avoir juste des critères géométriques et morphologiques pour quantifier vraiment toute la diversité des dunes sans regarder l'orientation, en fait, qui est plutôt, elle, rattachée à l'aspect dynamique. Hmm. Ah oui, alors dans les modèles de vent, on peut là j'ai rentré des paramètres en fait très uniformes qui sont couramment utilisés avec des tailles de grains aussi assez uniformes qui sont aussi utilisés avec des valeurs qui sont utilisées dans d'autres déserts. Mais c'est des modèles en effet qui pourraient être utilisés sur d'autres planètes du système solaire. On peut tout aussi bien changer la viscosité du fluide. On pourrait changer aussi la taille du grain, la densité du grain pour pouvoir sortir des modèles de vent, voir quels seraient par exemple les types de croissance qu'on pourrait identifier avec ces nouveaux paramètres qui seraient en fait propres à des domaines extraterrestres et essayer par rapport à ce qui sort, essayer de pourquoi pas comparer, alors juste sur des critères morphologiques et par rapport à ce qu'on peut voir par exemple sur Mars, sur les images IRIS, imaginons si le modèle nous sort, on a tel taux de croissance, sur Terre, ce tel taux de croissance, on aurait plutôt tel type de dune. Donc, sur Mars, on pourrait par exemple aller voir, si on a tel taux de croissance dans cette région-là, on pourrait aller voir la morphologie. Et si la morphologie est relativement similaire, on pourrait en conclure qu'il y aurait un lien. Du moins, on pourrait essayer d'établir un lien. Pas en conclure. On pourrait essayer déjà, dans un premier temps, d'établir un lien. Oui. En entrée de ton réseau, tu utilises quel type de données exactement? C'est des données, des cartes, C'est pour l'examen. J'ai réfléchi. Tout est raster. C'est du MNT, donc que des rasters qui sont donnés en entrée au réseau de neurones. Donc, c'est des modèles numériques de terrain. Ouais, c'est que des modèles numériques de terrain. Mais alors, on a adapté aussi l'IA pour faire du traitement sur de l'image, et traiter du multiband. Justement, la question que je me posais, c'est si tu utilises plusieurs types de données, est-ce que ça ne peut pas aider justement à écarter des faux positifs? Si, tout à fait, c'est possible. Alors, il y a un papier, par contre, c'est Lee et al. Qui montre, par contre, qu'on peut utiliser du multiband, on peut traiter et apprendre avec plusieurs types de données sans trop exagérer sur le nombre et le type de données. C'est-à-dire qu'ils ont montré que dans leur papier, que après 3-4 types de données différentes pour l'entraînement, pour apprendre à reconnaître un objet, en fait, on perd en précision et en reconnaissance. Mais là, le modèle développé a été amélioré
pour pouvoir intégrer de l'image chat, du MNT, par exemple, des dérivés comme de la pente ou de la rugosité. Et si j'ai bien compris, tu utilises donc l'IA bon, bah, pour trouver les dunes. Hum. Ensuite, tu utilises la PCA pour les classifier. Voilà, et ce que je suis en train de faire, c'est faire le chemin inverse, aussi en Zéro. U, c'est utiliser ensuite les Ouais. APCA, Pour écarter les. voilà, pour pour écarter les que mauvais, j'aimerais une- mettre dans un réseau de neurones Ouais. pour pouvoir directement en fait faire cette. Pour avoir des données un peu plus raffinées. Ouais. Et j'ai une dernière question, juste, tu utilises quel module de Python Enfin, tout ça, c'est en Python Tout pour ça, c'est en Python, c'est Keras. Keras. Bah, super, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Oui, merci. La résolution là, de tes données d'entrée, tu as choisi des modèles avec une certaine résolution, tu as essayé aussi avec d'autres. Alors là, c'était du 30 mètres parce que les données en fait sont libre service, sont gratuites. Donc c'était facile à télécharger. On a testé sur des données LIDAR. On a fait une mission à la dune du Pilat en Nouvelle-Aquitaine. On a fait voler le drone, on a essayé d'identifier en fait les rides balistiques, sauf que le sable ensuite enfin, reconstituer le MNT sur du sable mouillé et essayer de choper des rides balistiques, c'était très compliqué. En fait, on avait beaucoup de bruit de fond. Ça a moyennement marché. C'est plus négatif. C'est payant, c'est ça. Oui, c'est ça. On avait commencé à regarder avec des images Maxar ou Airbus, mais on chiffrait très très vite. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer l'IA à tout. Enfin, plein de types d'objets géologiques et pourquoi pas sur d'autres planètes du système solaire. Sur Mars, il y a des LMP aussi ou il faut des Mars parce que là, le problème, c'est des LMP sur d'autres planètes. Sur Mars, alors c'est un MNT qui a été réalisé dans le cadre de mon Master 2 quand j'étais au LPG aussi, donc qui a été fait par la stéréo. Donc c'est une toute petite zone en fait sur G0 ici, c'est vraiment au niveau de l'embouchure ici du Paléo chenal qu'on a un MNT. C'est une zone vraiment qui est très très limitée, mais avec une résolution qui était de l'ordre du mètre. Qui était de l'ordre du mètre. Mais on pourrait tout aussi bien l'entraîner avec les images iRise directement. En fait, avec tout type d'images que vous utilisez en planéto. Du CTX, que ça peut être très bien du iRise et plein d'autres. Et qui pourrait justement permettre de bien dissocier certaines formes de dunes, catégories de dunes, juste par exemple en regardant la couleur des dunes en traitant aussi de l'hyperspectral. Une question par rapport aux deux. Pour le servi pour faire l'apprentissage, Ouais, 20% pour faire du coup, la restitution, essayer de tester la fiabilité du modèle, c'est ça, ouais. si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et en fait, une action à partir de le terrain, comment tu t'es dit, ah bah, celle-là, je vais la mettre plutôt dans donner l'apprentissage, celle-là plutôt pour essayer de voir un peu la fiabilité du modèle et comment tu as pu un peu splitter ton échantillon. Alors, j'ai fait, entre guillemets, un choix dans la diversité, dans les formes que je voulais mettre en données d'apprentissage, alors tout confondu, sur les 100 échantillons, par exemple. L'idée, c'était d'avoir différentes formes euh, très diversifiées. Ensuite, la séparation de 80 pour l'entraînement et 20 pour le test et l'analyse de la fiabilité des prédictions, ça c'est fait aléatoire. J'ai sélectionné en fait de manière aléatoire. Le code a sélectionné de manière aléatoire 80 échantillons. Il en a gardé 20 de manière aléatoire aussi pour le test pour pouvoir justement éviter de biaiser les résultats de performance. Il ne pouvait pas y avoir d'échantillon qui avait été appris dans l'échantillon de test aussi. Normalement, alors, à moins que je me sois trompé dans le code, les 20 échantillons. Non, mais il n'y a pas de questionnaire. Il y a les 20 échantillons restants n'ont vraiment jamais été vus par le modèle d'IA. Par contre, il aura bien sûr reconnu des formes similaires, parce que dans les données, les 80 restants, ben, il a appris ces formes-là. Mais par contre, en termes d'entraînement, en termes de à quoi correspond le pixel sur ces données-là, ça, il l'a jamais vu. J'espère que ça vous a plu. Avec les dunes, vous vendent du rêve. Sur la structure des crêtes, il y avait des structures en U, Oui. en X, en Y.
Du coup, enfin, sûrement qu'il y a peut-être des structures aussi plus complexes. Et à quel point, qu'est-ce que donne l'IA face à peut-être à une structure qui ne respecte pas cette. Je ne sais pas si peut-être que c'est complètement négligeable et que ça arrive très rarement, mais Alors vraiment les trois terminologies de Secret, ce sont les plus courantes. On retrouve vraiment ces trois types de connexions. C'est pas impossible qu'il y ait 5 branches, par exemple. Ben là, l'IA, elle montre pas. L'IA s'arrête. Donc, c'est très rare, enfin, c'est assez rare et du coup, c'est pas c'est, forcément pertinent de. ça se voit plus sur les données mieux résolues. Par exemple, il y a des dunes en étoiles qui peuvent avoir 5 voire plus de branches, mais qui sont en fait beaucoup plus visibles sur les images satellites et pas sur les MNT. Les MNT, les dunes en étoiles, en fait, on voit quelques branches, on voit grand max justement. C'est quatre branches, quatre types de segments de crête. Mais parce que les dunes en étoiles, ça reste des objets très ponctuels, assez quand même petites. Alors quand je dis assez petites, elles font plus de 100 mètres de haut quand même. Mais sur un MNT de 30 mètres, c'est pas grand-chose. En tout cas, je vous remercie à tous de votre attention et merci pour les personnes qui sont en ligne.